Donc, tout à l'heure, en photographiant irrésistiblement à la seule vue, à l'instant même où je l'ai vu, les grands escaliers, c'est pas unique, mais l'un des grands escaliers qui monte vers le palais, dans cette grande institution dont je fais partie par hasard, eh bien, c'est que les escaliers me parlaient. C'est exactement dans le discours de réception de Michel Foucault à la Collège de France. Elle parlait du langage foucauldien en murmurant, disait-elle, que enfin, viens, ne résiste pas. Et nous t'attendons. Ah non, tout est prêt, tout est prévu pour ton accueil. Il ne te laisse que faire un pas de plus, de nous approcher. Tout attend, tout est institué, constitué, prêt à fonctionner. Donc, il suffit que tu ne résistes plus. Tu viens, on va t'accueillir dans le discours institutionnel. Effectivement, ainsi de suite. C'est comme une prière, une apostrophe qui m'adressait personnellement, parce qu'il n'y avait d'abord personne dans le bâtiment. Et le bâtiment qui était restauré, c'est plus, bien sûr, neuf qu'auparavant, mais on a donné encore un air de palais, parce que on a tout simplement, on avait brûlé l'ancien pour en faire un nouveau identique. C'est comme un simulacre ou duplicata, c'est à l'absence de son original, le vrai, plus vrai que vrai, institué et imperceptible différence, mince abîme. Voilà, ce nouveau bâtiment, et en particulier ce tapis rouge qui s'allonge vers l'eau, très séduisant, me parle. C'est rare que, en fait, par métaphore, je dis souvent que la chose m'appelle, ceci m'appelle, intrigue, interpelle, mais ça n'a rien à voir. J'ai entendu exactement les lignes que j'avais donc mémorisées. Je connaissais par cœur les mots et les actes imitatifs, bien sûr, dans le texte de Michel Foucault, parce que en Michel Foucault, c'est quelqu'un d'autre, un autre Michel Foucault qui parlait. Donc, une sorte d'alter ego, ou bien super ego, auquel il résistait apparemment et devant public en plus. C'est-à-dire que il se faisait parler dans son peut-être non pas super ego, ça revient au même, dans son idée, dans son désir d'attachement, d'être attaché à une institution, ne pas résister, à laisser faire, être molesté par l'institution, par ce qui est déjà établi, fondé, constitutionnellement protégé, avec toute la sécurité des chaînes diplomatiques, paroles, propagande, discours, sciences sociales, toute l'Afrique, toute l'Europe, toute Uppsala, je dirais toute Suède, toute la corps diplomatique serait en révérence s'il l'avait accepté. Mais il a résisté apparemment, et sa résistance en parole, c'était son discours d'accueil, de réception au Collège de France. C'est très très haïssant. Donc une résistance ancienne, une résistance qui se prononce, qui vient à la parole, et il laisse libre de faire parler cet autre langage qui traverse tous ces travaux déjà faits, et c'est en vue de quoi et c'est pourquoi il avait travaillé, donc pour résister à cette, disons, attirance, désir, justement, peut-être, désir
d'être attaché comme attaché diplomatique, attaché militaire, attaché culturel, attaché en sciences sociales, attaché en sémiotique, attaché en structuralisme, etc. Voilà, c'est un dénudement public, une mise à nu de son cœur, bien évidemment, en public, une striptease foucaultien sous une grande toit, le dôme du Collège de la France. C'est un peu comparable avec mon institution, l'un des plus nobles, anciens, enraciné dans la tradition, mais finalement, comme toute chose humaine, n'a qu'un passé inventé. Bon, je ne parlerai pas invention mimétique ou performative de l'inauguration d'une institution très jeune, mais qui se rallonge en rétrospective à un passé immense. Voilà, le discours fonctionne comme ça, qui nous donne, nous appelons, en nous interpellant avec son ancienneté, avec son assurance qui assure, une rassurance qui il s'offre comme une rassurance, un paisible cheminement programmatique, bifurqué mais cohérent dans tous ses parties départementaux. Donc une logique architectonique de classification des sciences, des mathématiques, en sciences sociales, linguistique, sémiotique, phonétique, comparée, anthropologie, ethnologie. Voilà. C'est le résultat comme concept qui fait commencer chacune des générations en l'absorbant dans son intérieur abyssal, vaginal, comme une grande idole, disons, maternelle. Je pense une idole d'Anatolie, Sibylle, par exemple, qu'on dit que ça précédait la société patriarcale, donc basée sur le nomos et la transmission du nom propre et matriarcal, et ça sortait de l'entraille de la mère, et apparemment tout était égaux. Tout était également attaché esclave, et en ce qui concerne espèce mâle peut-être. Bon, mettons à côté cette image archaïque. Je lisais en un peu allait à chiner dans les tiroirs de mon bureau, cette fois-ci non pas dans les escaliers et dans le bas-fond sous-sol d'un bâtiment, mais dans les choses documentaires, dans mes archives éparpillées, et non pas dans le monument même, mais dans le document. Et je suis tombé entre plusieurs papiers éparpillés, comme des papillons, pourtant bien rangés par les collègues, dans mon absence, bien protégés, classifiés, plus que dans mon vivant. Voilà, je suis tombé entre autres une compte rendue que j'ai écrit sur le carton avec l'écriture de mes manuscrits. Donc, une compte rendue du livre de Jean-Luc Nancy, je crois, impératif catégorique de Kant, enfin sur Kant. Donc, il disait que aujourd'hui, enfin déjà chez Kant, statut de liberté et attachement, voilà, au rapport avec notre sujet,
délivrance, être libre, autonome ou être adhéré à un impératif, à une interpellation, à une invitation, à un appel impératif, etc. C'est la suite de mon sujet qui se rallie, mais d'une manière aporétique. Alors, Nancy disait à peu près chez Kant déjà, statut de liberté et l'impératif intimement lié, liberté étant, selon lui, à la fois ratio cognoscenti, je suis tout à fait d'accord, de la loi morale, dont l'essence est idéale, mais difficile à prouver sans une expérience de liberté, une possibilité mince de liberté. Donc le moment phénoménologique et affectif de liberté, c'est-à-dire respect, etc., chez Kant, ne connaissons pas finalement ratio essendi de la loi morale. Et c'est encore la liberté, selon Nancy, sera précédée, qui viendra avant la loi morale. Donc, liberté privilégiée chez Kant, c'est une inauguration de la modernité en ce qui concerne conception de liberté. Et il interprète que plus notre époque a commencé à perdre la liberté, plus tout discours est hanté comme une Heimlichkeit, comme quelque chose d'étrange, attirant et comme une impératif, pas la liberté. La liberté elle-même, c'est-à-dire normalement on conçoit et on formule quand on veut prononcer sous la liberté un détachement, et donc sans loi ni toi, un nomadisme, etc. Et bien cette liberté que nous imposons et que la, disons, république éclairée et constitutionnelle nous impose, veille nos libertés individuelles et même juridiques, donc émancipation comme droit, etc. Ce sont des symptômes que nous avons perdu liberté. Et il fait une liste très simple, à mon avis, d'abord l'écriture. Une société régie par les impératifs économiques, par une épaisse mémoire des choses, c'est-à-dire l'histoire qui nous attache. Eh bien, nouvellement découvert peut-être inconscient, c'est-à-dire nous sommes esclaves finalement de nos inconscients irrationnels mouvements et qu'il faut se battre en pleine lumière et peut-être à l'aide des autres dans les psychothérapies, etc. Eh bien, toute technicité. Nous sommes devenus une société mondialement technicisée. Donc, il n'y a que des règles hypothétiques pour que cette technique fonctionne à notre bien. Et en général, tout cela entre dans le titre général d'écriture. Nous sommes complètement dépendants des lois écrites, des documents, des règlements, modes d'emploi, modes de fonctionnement. Comment dire, les manuels, elle est en oral, tout ce qui se tourne dans les mass médias, surveillé par l'État, c'est-à-dire par le domaine éclairé, entre guillemets, des lumières. Voilà, donc toute une lutte hantée contre perte de liberté. Toutes les guerres sont faites au nom de la liberté et peut-être sous l'égide, sous l'impératif non pas esclavage, c'est l'un des cas esclavage, mais un attachement. Je donnerai un nom risqué comme Spinoza, un déterminisme absolu, mécaniste,
en ce qui concerne. Toute l'ontologie est vouloir désir humain. Nous voulons que cette détermination soit pour le bien et non pas d'une manière irrationnelle. Voilà. Rêve déjà avant Kant, rêve de Spinoza, tout rationalisme soit au service du déterminisme et tout déterminisme soit uniquement au service de la rationalité. Une équation cyclique entre la détermination et la raison. Voilà, wishful thinkings of our philosophe. Alors, il dit en passant qu'aucune philosophie n'est rétrograde dans un moment donné de l'histoire, ni en deçà ni au-delà de son époque, bien qu'il y a des différences énormes parfois entre ceux qui professent ces philosophies. Tout est symptôme d'une chose, de même chose, je dirais conceptuel, concept de l'époque, quantique de l'époque, qui se fait tout seul, et nous ne sommes que ces symptômes, soit positifs, soit négatifs, mais variés. C'est pour ça que les philosophies sont variées, mais leurs problématiques et leurs formulations se diversifient. Donc, il touche au fond apparemment, en écrivant ce livre, il se fait psychanalyste de la liberté, désir de liberté, et encore plus, qui ne développe pas beaucoup, mais un désir secret d'attachement, et non pas pour les raisons obscures, mais pour la pleine rationalité, pour le bien-être et pour la harmonie parfaite du monde. Il faut obéir, il faut respecter des choses hypothétiques, technicistes, légales, réglementaires, rationalité économique, etc. Sinon, on va perdre la vie et on va faire perdre la vie aux autres. Donc, danger, péril, si nous n'obéissons pas à la rationalité devenue déterminisme mécanisme. Donc, la liberté, on ne sait absolument pas quoi faire, comme disait dans un film Nostalgie, justement, Tarkovsky, l'un des personnages. Alors, et en plus d'origine soviétique, donc qui ne connaît pas a priori la liberté. Et je ne sais pas qui parle à qui, mais une femme et un homme, en détresse de dissidence. Donc, c'est pourquoi ils discutent, sur pourquoi la finalité de la dissidence, et ça tourne autour de là, du mot magique de liberté, bien sûr. Donc, l'un des personnages, ça m'a remarqué, ça m'a marqué énormément, cette phrase. Alors, l'un disait, comme d'une manière prophétique, comme angélique, si je te donne la liberté, aujourd'hui, maintenant, à l'instant même, est-ce que tu sais ce que tu vas faire? Est-ce que tu as une petite idée, une mince idée de faire, trouver quelque chose d'intéressant que tu n'arrives pas à faire sous l'obligation soviétique, sous l'impératif communiste? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux être peintre, enfin, il ne s'allonge pas, il ne va pas analyser. C'est une parole prophétique qu'on demande à un mortel. Comme s'il s'agit d'un immortel, un ange venu visiter un homme mortel, qui va lui offrir l'immortalité ou une vie libre, sans limite, et demande à cet homme, n'est-ce pas, comme l'âme de Aladdin, dile benden ne dilersen, formule-moi un vœu comme tu voulais, je veux le faire tout de suite, n'est-ce pas, dans la fable arabe de Mille et une nuits, Aladdin, ça fonctionnait comme ça, le djinn qui sort de cette grande vase. Eh bien,
Imagine dans tes limites imaginatives et pense dans les limites catégorielles de ton entendement. Est-ce que tu as déjà s'exercé en idée, à idéation, à d'éthique, variation? Est-ce que tu es un bon phénoménologue qui n'a pas tombé dans le piège de technicisme ou de scientificisme clair, distinct et science exacte, comme le père même de phénoménologie qui se nomme Husserl. Husserl, en inventant la phénoménologie, il est tombé dans le piège qu'il essaie de sauver. La philosophie cherchait une place à côté de la science à la philosophie, mais il est tombé dans la piège, c'est-à-dire il s'est attaché sous l'égide de la science. Donc, ce qu'il a inventé comme phénoménologie philosophie, il a sacrifié sur place, in situ, sur le chemin, etc. Qu'est-ce que je peux ajouter de plus? Est-ce que tu sais exactement ce que tu vas faire avec la liberté? Si tu n'as pas exercé, si tu n'as pas déjà une idée de liberté, que tu mets en exercice, en exergue, en incipit, non pas une simple loi de sois libre. Voilà. C'est notre époque qui tourne autour de ça. Depuis très tôt, personnellement, avec les petites conversations avec les jeunes, un peu plus jeunes ou de même âge que moi, qui lisent moins, mais ils sont des universitaires, parfois c'est encore plus choquant. Ils disaient que moi, je n'ai rien à apprendre des livres, moi je veux vivre ma vie, je veux apprendre tout de la vie. Voilà, bonjour. J'étais toujours, non pas inquiété pour eux, oui, inquiété pour eux, pour elles, mais surtout, je sentais un malaise, une froideur sur le dos, un frisson sacré, comme une ange qui voit son futur, la future génération. C'est ça qui me donnait frisson. Et l'oubli de la trace, même oubli de la trace de traite, d'esclavagisme, ou bien cette mémoire hantise d'esclavagisme nous empêche de penser les choses en tant que telles. Ce qui sort, l'un des plus intéressants points de ce discours, qui est réfléchi depuis longtemps, mais surtout sur place, eh bien, en ce qui concerne le topic de Freud, super ego et moi id, alors l'exigence de la liberté peut concerner super ego, mais aussi id également. Désir d'attachement ou bien rationalité d'attachement concerne parfaitement super ego, mais désir d'attachement peut être rafulé comme id. Donc cette variation est instable et changeant selon le cas de id superstructure est à souligner. Donc ils n'ont pas de contenu précis, comme on peut croire pendant des décennies dans la théorie freudienne. Deuxièmement, on nous demande dans la société moderne de nous attacher, de nous plier, soumettre volontairement, avec notre consentement. On exige notre consentement pour être obéissant aux lois, etc. Donc on nous exige, on nous force à donner notre consentement et quand nous opposons, nous sommes sûrement tombés au niveau
d'irrationalité, de passionnés, etc. Il y a toujours une explication pour nous accuser. Et il faut que le consentement soit raisonnable, bien sûr, dans la société moderne contemporaine. Eh bien, c'était comment auparavant? Je parlais des anges. Les anges apparaissaient, ou bien dans les mille et nuits, les féeries se présentaient à l'homme, à la condition humaine, dont on savait déjà quelque chose, c'est-à-dire ses limites, ses désespoirs, ses chagrins, ce mal endeuillé, etc. Dans les légendes même aussi, eh bien, la transcendance, l'immortel, sans limite, vient accompagner à l'homme comme son dédoublement pour le faire montrer à la fois sa situation actuelle, à la fois ce qu'il désirait faire pour en sortir. Je ne crois pas à une ontologiquement radicale différence entre modernité et classicisme, mais ce qu'on ne peut jamais renier d'être aveuglé, c'est que dans les sociétés modernes, l'intensification sans précédent des impératifs économiques, technicistes, structurels, légaux, et peut-être changeants et non stables, mais règlements sont très détaillés. Donc les mœurs, les coutumes ont aussi de leurs contraintes, mais leur intensification c'était sporadique. Donc urbanisation et industrialisation ont augmenté les contraintes. Et troisièmement, la liberté, en langue allemande, a une très importante place, bien sûr, comme beaucoup de langues, Freiheit, mais a la même racine que paix, la paix, Pax. Alors, Pax, Freiheit, donc, c'est d'être détaché d'une contrainte, apporte de la paix, mais la paix n'est pas durable et une perte de liberté, une perte de Freiheit, eh bien, entraîne la guerre. Et en plus, Nancy aussi souligne que notre rapport à la liberté, jamais réalisé, peut-être jamais réalisable, devient finalement, ou bien est-elle toujours, une histoire d'eschatologie, peut-être de salut, délivrance, la liberté des conditions humaines, mondaines, donc a toujours un sens dans tout le monde, ailleurs. Le paradis, rédemption, etc. Donc l'essence de la religion aussi est exactement liée comme une liberté promise, différée, programmée. C'est ça. Et c'est tellement métaphysique que la liberté et la contrainte se doublent, presque interchangeables, à engendrer à la fois les religions, à la fois les républiques les plus éclairées, soi-disant, et toute la guerre. Et sans exception. Et tous les mariages, tous les concubinages, tout. Voilà. Je veux un speech d'un film français ancien, n'est-ce pas, à Letty. Et son mec disait que, alors là, je m'étouffe là. Je vais changer l'atmosphère,
à l'écrire rapport à l'atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Donc, ça donne lieu à toutes les métaphorisations des visages. Ça prend de différents visages et ça dévisage la personne aussi. Ça devient atmosphère. Un visage devient atmosphère et une atmosphère peut devenir un visage. Malheureusement, oui, concubinage aussi. Et donc, promesse, attachement conjugal et même national à des contraintes de liberté de voix, peut-être, non? Voilà, le livre d'Austin s'appelait « Grandir, c'est faire ». Moi, j'ajouterais qu'en fait, grandir devient impossible, alors que faire? La littérature commence. Donc la littérature a un statut de faire, une performance en tout cas. Je répète, grandir devient impossible d'une raison à une autre. Alors la littérature, au sens propre et moderne du terme, commence. Et au sens légendaire, effectivement, grandir devient impossible. C'est-à-dire que quand il n'y a plus personne qui va partager cette épopée, soit que ce langage est usé, soit que son peuple est disparu ou décimé, soit que on a changé de fond en comble l'époque. Donc quelqu'un recueille l'épopée et ça devient belle lettre, même gravée. Et comment nous faisons avec les mots, non pas des choses, objet intentionnel, objet idéal, mais des pensées. Effectivement, en anglais, ça sort mieux. How make we with words, not the things, but the thinkings.